Notre invité ce matin, Cécile Duflot, députée de Paris et auteure d'un livre chez Fayard intitulé « De l'intérieur, voyage au pays de la désillusion ». On a beaucoup parlé du livre, on va dépasser le livre. Cécile Duflot, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vais vous poser une question directe pour commencer. Ça, c'est pas votre genre, monsieur. Non, j'aime bien ça, moi. Souhaitez-vous la réussite du gouvernement Valls? Moi, je souhaite la réussite de mon pays. Non, mais là ça c'était tout de suite. Est-ce que vous souhaitez la réussite? Alors je change ma question. De la politique de Manuel Valls. Je ne crois pas à la politique qui est menée. Donc vous ne souhaitez pas sa réussite? Moi, je souhaite la réussite de mon pays. J'ai pas envie que mon pays aille moins bien. Simplement, ce que je crois profondément, c'est que si on s'attaque pas à deux sujets majeurs, que sont la situation européenne et la réorientation de la politique européenne, et surtout la résolution de la crise écologique, c'est-à-dire de considérer qu'on n'est pas dans un moment où on n'a qu'à attendre la croissance et que tout va s'améliorer, mais qu'on doit faire face à une situation où l'épuisement des ressources naturelles et le dérèglement climatique pèsent sur notre pays, sur notre économie et sur ses conséquences. Je pense qu'on ne va pas arriver à avoir de bonnes solutions si on s'attaque pas aux véritables problèmes. Vous ne souhaitez pas la réussite de la politique conduite par Manuel Valls? Vous voyez, je réponds à votre question. Je dis, je n'y crois pas. Je ne pense pas que ça apporte les bonnes réponses. Mais je ne veux pas que mon pays aille moins bien. Moi, je serai jamais satisfaite de pouvoir dire, vous voyez, j'ai eu raison. C'est d'ailleurs la raison, vous avez parlé de ce livre, pour laquelle je l'ai écrit. C'est-à-dire que Mais il a peut-être raison, Manuel Valls. Mais peut-être que je me trompe, ça. Mais vous pouvez me permettre de penser, en tant qu'écologiste, que les solutions que nous apportons en 2014, on n'est pas dans les années 90, doivent être des solutions qui s'attaquent à la crise. Et que si elles ne sont pas portées au niveau européen, notamment par exemple sur une vraie politique de transition énergétique, qui va nous permettre de faire des économies, mais surtout de développer les renouvelables, qui va nous permettre de mieux produire à proximité, d'avoir davantage d'emplois non délocalisables, de mettre fin à la concurrence entre les pays européens qui font que des usines se délocalisent de France vers la Roumanie, alors que nous avons un espace commun, je pense que nous ne nous en sortirons pas. Voilà mon analyse. Ça n'est pas un point de vue politicien, c'est un point de vue politique. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui, si on n'apporte pas de réponse durable, on n'aura pas de solution durable. Septembre-octobre, vote de confiance, vous votez contre? Ben nous verrons, mais je pense qu'aujourd'hui, la suite logique de ce que je vous dis, c'est que quand je vous dis je ne crois pas à la politique qui est menée, c'est que je crois qu'à ce stade, et j'ai entendu le Premier ministre la semaine dernière... Vous votez contre? En tout cas, je n'ai pas confiance dans le succès de la... Je vous pose une question. Vous votez contre? Eh bien, nous verrons pour l'instant... Vous voyez pas le Premier ministre changer de politique d'ici le mois d'octobre? Non, c'est pour ça que je pense que la logique assez naturelle, c'est de considérer effectivement qu'il n'y a pas une confiance dans le succès. On verra, Monsieur Bourdin, je suis membre d'un groupe, le groupe des écologistes, et ce débat aura lieu au sein de mon groupe. Non. Je vous ai déjà répondu en partie. Opposé à la politique conduite par le Premier ministre? Je ne suis pas opposée, je suis en désaccord. En désaccord. Bon, si vous voulez. Et pourquoi en désaccord. Et pourquoi la situation est si paradoxale? Est-ce que vous votez contre lors d'un vote de confiance? Oui, mais ça, ce serait... Là, il y a quelque chose d'illogique. Et je vais vous dire pourquoi la situation est... Parce que je serais dans l'opposition. Ce serait très simple, on aurait perdu les élections. Vous n'êtes pas dans l'opposition, là? Non. On aurait perdu les élections législatives. Vous votez contre la confiance au gouvernement, c'est logique. Qu'est-ce qui se passe? Je fais partie, comme tous les parlementaires qui ont été élus au mois de juin 2012, d'une majorité pour mettre en œuvre la politique qui avait été décidée en 2012. La politique qui est menée n'est pas celle qui a été décidée en juin 2012, mais la majorité qui a été élue, c'est celle de 2012. Donc vous voyez bien le déséquilibre. Donc c'est une situation politique assez inédite, d'ailleurs qui montre bien en partie... Attendez, laissez-moi terminer, les limites de la Ve République. J'ai entendu les propos du président de la République qui dit « Je demande à ce que tout le monde soit derrière la politique que je mène ». Mais on est dans une démocratie parlementaire. La politique doit être conduite par la majorité à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, cette disjonction, elle existe aussi au sein de l'électorat. Donc indépendance des parlementaires, votre indépendance. Donc, comment pouvez-vous approuver la politique? Eh bien, je vous dis, aujourd'hui, je ne l'approuve pas, mais en même temps, je vous dis à quel point c'est anormal. C'est-à-dire que tout le monde... Donc vous n'arrivez pas à me dire je voterai contre la politique conduite? Je ne veux pas, mais je voterai sans doute un certain nombre... S'il y a des lois qui, notamment, par exemple... Alors, allez-y. Je vais vous donner un exemple. Le fait de décider par ordonnance, c'est-à-dire... Et je ne suis pas radicalement opposée aux ordonnances pour la bonne et simple raison qu'en tant que ministre, j'en ai porté. Mais pour faire quelque chose qui est contradictoire avec
avec un certain nombre de travail de dimanche, ordonnance sur le travail de dimanche. Je pense que je voterai contre l'habilitation donnée au gouvernement de légiférer par ordonnance, c'est-à-dire sans contrôle du Parlement, sur un sujet qui est un sujet essentiel. Pourquoi? Et là, je pense que là, on touche à un sujet vraiment très important. J'ai entendu certains membres du gouvernement actuel dire, par exemple, sur la question de la baisse du temps de travail, ça n'est pas une conquête sociale. Et c'est comme ça qu'on peut évoquer la remise en cause des 35 heures. Mais c'est un contresens historique majeur, Monsieur Bourdin. L'histoire de notre pays, c'est l'histoire de la conquête des droits sociaux. D'abord, on a commencé par pas travailler, par avoir une durée de temps de travail limitée. Ensuite, on a eu un jour par semaine. Ensuite, on a eu une première semaine de congés payés, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5. Puis, on est passé de 40 à 39 heures. C'est ça la conquête des droits sociaux. Et aujourd'hui, on donnerait l'impression qu'un gouvernement de gauche, moi je suis pleinement écologiste, irait à l'encontre de cette conquête historique des droits sociaux qu'un certain nombre de gens ont payé d'ailleurs parfois de leur vie. Il y a eu des mouvements sociaux très violents pour conquérir des droits. Et c'est là où on sent bien qu'il y a un malaise qui est de plus en plus important. Vous souhaitez la dissolution de l'Assemblée nationale ou pas? Mais franchement, il y a quand même un drôle de débat autour de ça. C'est de dire, pourquoi? Il y a deux options. Un, les parlementaires doivent être derrière le président de la République comme un seul homme, ou alors c'est la dissolution. Et si on revient dans le sens de nos institutions, le gouvernement est issu de la majorité. Et donc il doit mener la politique souhaitée par la majorité. Donc vous défendez les institutions de la Ve République, quoi, qui sont solides et qui protègent le gouvernement et qui protègent le président de la République. Je défends le fait qu'on ne peut pas considérer qu'à partir du moment où on a élu une personne, on lui a donné un blanc-seing pendant 5 ans pour faire y compris une politique contradictoire avec ce qu'il a annoncé quand il était élu. C'est tout le problème que nous vivons aujourd'hui, toutes ces questions que vous nous renvoyez sans cesse en disant mais vous allez voter ou pas, mais vous êtes dans la majorité ou pas. C'est le cœur de ça. Donc vous êtes trahi, quoi. Les choses sont claires, vous êtes trahi. En tout cas, il y a effectivement, et c'est toute l'histoire de ce livre, une désillusion qui est l'éloignement de la politique menée par rapport aux engagements. Il y a plus qu'une désillusion, il y a une trahison, non? Sur certains sujets, oui, il peut y avoir ça. Et puis j'ai entendu, par exemple, moi, je vais vous dire, trahison. N'ayez pas peur du mot. Le ministre de l'Intérieur, qui dit quelque chose comme on ferme sa gueule et on redresse la France. Mais si on pense avec une immense sincérité que la politique qui est menée ne va pas redresser la France. Mais à qui il a dit vous fermez votre gueule? Je crois qu'il l'a dit de manière un peu générale. Il l'a dit de manière un peu générale. Ah non, jamais, non. Il est très poli. Il est très poli avec vous. Mais c'est très sérieux, c'est dire si en toute sincérité, en étant au plus près de ses convictions. Et mes convictions sont aussi la volonté du compromis. Attendez, oui, moi je suis sur le fond. Je suis une écologiste. Mais je sais bien qu'aujourd'hui, la majorité n'est pas écologiste, ce qui ne m'empêche pas d'essayer de convaincre et d'avancer. Quand on fait un plan de rénovation thermique, je vais vous dire par exemple, il y a eu une bonne annonce qui a été faite d'augmenter l'éco-prêt qui permet de faire des travaux de rénovation thermique dans les logements. Ça va dans le bon sens, donc il y a des choses qui vont dans le bon sens et je soutiendrai toujours ce qui va dans le bon sens. Mais simplement, on voit bien là qu'on est très en retrait de ce qui peut vous condamnez l'austérité comme d'autres à gauche qui condamnent l'austérité, mais elle est où l'austérité? Vous l'avez vu? Quand on fait des dizaines de milliards d'euros d'économies, qu'on essaye plus ou moins de faire des dizaines de milliards d'euros d'économies sur les dépenses publiques pour financer des baisses de cotisations sans contrepartie, je pense que là, on est dans une situation qui, non seulement et finalement répétitive. Quand on crée des postes d'enseignants, par exemple? Oui, mais ça c'est l'argument. Oui, bien sûr. Non, mais je vous pose la question. Mais on crée des postes d'enseignants parce qu'on en fait perdre aussi beaucoup dans d'autres. Est-ce que vous avez vu la relance dans une économie quelque part dans le monde par le déficit et l'endettement? Alors, il faut arrêter avec ce débat sur le déficit et l'endettement. C'est pas la relance par le déficit et l'endettement. Et l'endettement, c'est l'investissement. Quand on investit, d'ailleurs, alors là pour le coup, tous les gens qui nous écoutent le savent. Par exemple, si vous faites des travaux d'économie d'énergie, sur le moment, ça vous coûte de l'argent. Mais ensuite, vous en dépensez moins. C'est ça l'investissement. C'est faire des bonnes dépenses qui rapporteront de l'argent. Aujourd'hui, on est en situation d'être énormément sur le recul. On s'attache les bras dans le dos, on n'arrive pas à penser l'avenir et on va aller de difficulté en difficulté. Si on n'investit pas dans les économies d'énergie, alors même que le prix du fioul, par exemple, augmente, on va aggraver le déficit de notre balance commerciale. On va parler d'économies d'énergie à partir de cette semaine et bientôt à l'Assemblée nationale avec le projet de loi de Ségolène Royal. Vous l'approuvez, ce projet de loi? Pour l'instant, on va y travailler. Les annonces qui sont dans ce projet de loi vont dans le bon sens. Il n'y a rien pour le coup qui va en marche arrière. J'espère qu'il va être amélioré. Mais pour tout vous dire, effectivement, ça fait partie des dossiers sur lesquels on peut avancer. C'est pour ça que mon jugement n'est pas univoque. Je refuse d'être enfermé dans la case vous êtes complètement solidaire et d'accord avec tout ce que fait le gouvernement, ou alors vous êtes dans l'opposition. On peut soutenir. Donc vous êtes toujours dans la majorité, mais une majorité
Mais critique. la majorité, elle naît au moment de l'élection. Et oui, j'ai fait partie de cette majorité. Je pense même que comme d'autres, j'en ai été une artisane. J'ai voulu que ça fonctionne. Ségolène Royal qui sera jeudi à votre place, jeudi matin. Est-ce que vous êtes capable de dire, imaginons, vous êtes devant des chefs d'entreprise, est-ce que vous êtes capable de leur dire « j'aime l'entreprise » ? Mais alors, oui, je suis capable de le dire. J'aime l'entreprise, j'aime Jean-Jacques Bourdin, j'aime le verre. Non, ne mélangez pas tout. Attendez, moi je suis... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je demande pas aux responsables politiques de savoir s'ils aiment telle ou telle personne. Ce que je leur demande, ce que je m'impose... Vous croyez que lorsque Manuel Valls dit au chef d'entreprise « j'aime l'entreprise », il ne le pense pas? Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer l'entreprise? Moi, j'aime les gens qui travaillent, j'aime les gens qui aiment leur métier, qui font bien leur métier, qui essayent de faire en sorte que ça fonctionne, les gens qui font en sorte de pouvoir faire vivre leur famille quand parfois c'est difficile, qui se serrent les coudes. Oui, moi j'aime les gens qui font l'entreprise, mais les salariés, certains chefs d'entreprise qui sont inventifs et qui prennent des risques, pas un concept général. C'est pour ça que je peux avoir... Et lorsqu'il dit j'aime les socialistes, vous y croyez? Oui, et puis c'est pour ça que je vous disais... Vous le croyez ou pas? Mais je pense qu'il n'aime pas tous les socialistes, non? Puisque j'ai entendu... voilà, vous voyez bien qu'on est dans... Vous ne croyez pas? Oui, mais Monsieur Bourdin... problème avec Manuel Valls, non? Mais vous voyez bien le piège de notre discussion. Oui. C'est que vous ramenez un débat politique de fond, qui est un débat important, sur quelles sont les solutions. C'est vous qui le ramenez, c'est pas moi. Oh, dites donc, pardon. Vous me dites... Vos attaques, c'est vous qui le ramenez, non? Non. Quelles attaques? Je sais pas. Elles sont permanentes. Elles sont permanentes. Je vous dis contre la politique et contre Manuel Valls lui-même. Je ne fais pas d'attaque, j'ai des désaccords. Et je pense que la responsabilité des politiques, même quand c'est inconfortable, c'est de dire ces désaccords. Vous savez, c'est très très facile de faire de la langue de bois. C'est le truc le plus simple pour un politique. Assumer des désaccords, dire que des choses ne vont pas marcher, c'est pas le plus confortable. Mais je vous pose une question sincère. Est-ce que vous l'aimez? Non, mais non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On fait pas de la politique pour aimer ou pas aimer les gens. On fait de la... Vous ne l'aimez pas, Manuel Valls? C'est est-ce que oui ou non, on mène une politique qui va créer de l'emploi. Et moi, je pense que dans un moment où la croissance est limitée et ne va pas revenir comme ça de manière magique, il faut avoir une politique qui développe les emplois. Qui développe des activités intenses en emploi. C'est les énergies renouvelables, par exemple. 3 fois plus d'emplois au kilowattheure produit par les énergies renouvelables plutôt que par le nucléaire. Et donc, si vous dites, est-ce que je suis d'accord avec un Premier ministre qui dit l'avenir c'est le nucléaire, je dis je ne suis pas d'accord. Donc je veux qu'on reste sur le fond. Qu'est-ce qu'on fait pour les quartiers de notre pays? Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre les discriminations? C'est ça les sujets essentiels. Je vais aller plus loin dans mes questions. Dans votre livre, vous parlez de... Je l'ai pas lu, votre livre, Cécile Duflot, mais j'ai lu plein d'extraits. Mais non, mais je suis franc, moi, vous savez, je dis les choses, je ne l'ai pas lu. Mais peu importe ce qui m'intéresse. Mais je vous ai écouté. Écoutez-moi bien, je vous ai écouté. Je vous interroge pas sur votre livre, mais je vous ai écouté, et je vous ai lu, en revanche, avec attention. Je vous ai écouté, par exemple, samedi soir, chez Ruquier. Vous n'avez pas répondu sur Jérôme Cahuzac. Pourquoi? Parce que si j'avais des éléments très précis qui mettaient en cause telle ou telle... Oui, vous dites que des ministres savaient. Est-ce que Manuel Valls savait? Mais Monsieur Bourdin, vous aussi, vous avez entendu là dans la salle d'à côté un espèce de climat où les gens lèvent les yeux au ciel en disant mais bien sûr c'est évident. Si j'avais des éléments précis, laissez-moi terminer parce que c'est important. Si j'avais eu des éléments précis dans le cadre de cette affaire, je les aurais donnés à la justice. La justice est saisie, elle fait son travail. Pourquoi faites-vous des allusions sans apporter de preuves ni de noms? Ce dont je parle, c'est d'un climat où finalement on dit qu'on sait, même si on sait pas, on prend l'air intelligent, on dit que c'est pas si grave, on a surtout dit que c'était pas si grave, que c'est pas si grave. Des ministres savaient. En tout cas, certains ont dit qu'ils savaient, ou plus exactement, quand moi je disais que peut-être c'était pas vrai, ils levaient les yeux au ciel en disant mais ma pauvre, qu'est-ce que t'es naïve. Et bien, Manuel Valls. Si je n'ai pas voulu dire de qui il s'agissait, c'est parce que j'estime qu'il n'y avait rien dans ce qu'il disait qui était de nature à accréditer telle ou telle chose. Parce que je parle d'un climat. Le discrédite. Parce que je parle d'un climat, Monsieur Bourdin, que vous connaissez. Vous le nourrissez, ce climat? Non, justement, je veux expliquer pourquoi je crois que là où il y a une erreur sur l'analyse qui s'est passée de ce qui s'est passé autour de l'affaire Cahuzac, c'est que des tas de gens dans ce pays n'avaient pas élu François Hollande, n'avaient pas voulu d'une majorité de gauche et d'écologistes pour que pendant 3, 4, 5 mois, on se trimballe cette espèce de feuilleton extrêmement pénible qui s'est conclu comme vous le savez. Est-ce que Christiane Taubira pense comme vous? Vous l'invitez, vous lui demandez. Non, mais franchement, lorsque vous la voyez se rendre à la réunion de Vive la Gauche à La Rochelle... vous l'invitez, vous lui demandez, je suis pas sa porte-parole. Vous la connaissez bien, vous êtes proche d'elle. Oui, j'ai beaucoup d'affection pour elle et je pense en plus qu'elle a porté sans doute une des lois les plus importantes de ce début de quinquennat, qui est celle du mariage pour tous. Voilà. Vous pensez qu'elle
qu'elle est éloignée des choix politiques et des choix économiques du gouvernement? Parole, monsieur Bourdin. Non, il faut le demander. Je vais pas mais vous en avez parlé avec elle. Mais bien sûr, et d'ailleurs je raconte un certain nombre de débats qu'on a eus. Je dis aussi que certains ont fait des paris différents. J'ai pris une décision qui n'était pas évidente, qui était de quitter le gouvernement. De dire que je ne croyais pas justement que les mesures et que la politique qui allait être menée était la bonne. Parce que je suis écologiste. Mais de la même manière, je vous redis que je ne veux pas l'échec de la politique. Je veux que mon pays aille mieux. Mais je crois que ce qu'on fait ne va pas lui permettre d'aller mieux. Je pense qu'il faut porter le débat au niveau européen. Vous êtes en train de participer à l'échec de la politique conduite par Manuel Valls. Qu'est-ce qu'il faut faire, monsieur Bourdin? Je vous pose la question. Moi, je ne suis pas ni député, ni quoi que ce soit. C'est vous. Mais non, parce que vous dites c'est blanc ou c'est noir. Mais c'est pas blanc ou c'est noir. Vous êtes suiviste, même si vous êtes en désaccord, même si vous pensez que ça va pas marcher, vous fermez vos yeux, vos oreilles et vous faites de la langue de bois devant votre micro, ou alors vous êtes dans l'opposition et vous aidez pas à ce que ça marche. Vous dites ce que vous pensez. Oui, ce que je pense, c'est que j'ai envie que mon pays aille mieux. J'ai envie qu'on se prépare à des enjeux qui sont les enjeux du 21e siècle et pas qu'on applique des recettes de la fin du 20e. Voilà ce que je crois. Et je continuerai de le dire et je soutiendrai effectivement des avancées dans la loi de transition énergétique parce que c'est absolument nécessaire. Mais je peux dire aussi que ce qui s'est passé au Conseil européen nous met pas en situation de faire avancer les choses, que même le président de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, a dit qu'il fallait pas lâcher du lest, mais se dire que cette politique était une politique uniquement budgétaire, extrêmement frileuse, nous emmenait dans la difficulté et n'était pas facteur de solution. Moi, je ne veux pas que, comme en Espagne, il y ait un quart des jeunes qui soient, parfois même la moitié des jeunes qui soient au chômage. Je ne veux pas qu'on ait le sentiment de régresser. Je veux qu'on progresse et on peut le faire simplement. Il faut être à la hauteur des enjeux qui sont les nôtres aujourd'hui. Bien, Cécile Duflot, sur le logement, vous étiez en colère vendredi. Oui, je le suis toujours un peu. Vous êtes toujours un peu. Pourquoi exactement? Mais parce que quand on mène une politique qui n'était pas ma politique, qui était la politique de l'engagement de François Hollande, portée par l'ensemble du gouvernement, quelle personne ne s'était exprimée, et qu'on donne le sentiment que soit pour céder à des lobbies ultra court-termistes, soit par une espèce d'opération politicienne, on recule sur des engagements fondamentaux et nécessaires, je pense qu'on se trompe. Vous parlez de l'encadrement des loyers. Pourquoi c'est des engagements fondamentaux et nécessaires? Apparemment, l'encadrement des loyers, exception à Paris, il y aura encadrement des loyers, et puis dans plusieurs grandes villes de France, si j'ai bien compris. Pourquoi il faut encadrer les loyers, monsieur Bourdin? Mais les gens qui nous écoutent le savent très très bien. Parce que depuis 1970, le poids des loyers dans les revenus a été multiplié par 2. Parce que c'est de plus en plus difficile de se loger. Parce que les propriétaires... Parce que, oui, évidemment. Les loyers ont augmenté. Cécile Duflot, là, il y a un grand débat. Non, il n'y a pas de débat sur les chiffres. Enfin, il y a un débat sur l'augmentation des loyers. Mais sur le fait qu'il y a un quart des Français qui consacrent plus de 40% de leurs revenus à se loger, c'est une réalité statistique chiffrée par l'INSEE. Donc c'est une réalité. Est-ce qu'un investisseur va investir dans l'immobilier en sachant qu'il ne va pas pouvoir augmenter les loyers? Alors là, il y a un sujet très intéressant. C'est sur l'investissement et la rentabilité. Oui. L'immobilier, c'est pas l'or, c'est pas la spéculation, c'est pas le CAC 40. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, ce sont des logements et que les humains ont besoin d'avoir un toit sur la tête. C'est un bien de première nécessité. Donc non, on ne peut pas considérer que le logement, c'est le casino. Qui va acheter s'il n'y a pas rentabilité? Mais c'est l'avantage de l'immobilier. Il y a une grande sécurité et une rentabilité limitée. Quand on investit dans la pierre, on sait qu'on ne perdra pas son argent, mais on sait aussi que c'est pas le casino. On ne doit pas gagner des milliers d'argent avec son investissement dans l'immobilier. Donc il faut favoriser l'investissement raisonnable dans l'immobilier. Et pour ça, il faut des prix raisonnables et des loyers raisonnables. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ces dernières années? On a, y compris avec de l'argent public, vous parliez tout à l'heure de la dette, mais ça coûte très très cher. Les opérations de défiscalisation fait augmenter les prix de l'immobilier. En France, c'est le pays où l'immobilier est le plus cher en Europe, à 2 titres. Le prix de l'immobilier par rapport aux revenus, mais aussi les services liés à l'immobilier. C'est-à-dire tout ce qui va aux professionnels qui travaillent autour de l'immobilier. Donc oui, ça fait hurler certains qui en ont beaucoup profité ces dernières années. Mais est-ce que ça va résoudre la crise de la construction, de ne pas encadrer les loyers? La réponse est non. Il y a 2 sujets distincts. Il y a la question du logement et notamment des logements anciens avec des loyers qui ont explosé. Et puis ensuite, il y a la question de la construction. Mais pour construire, il faut des terrains et il faut de l'argent. Et aujourd'hui, il y a des ménages qui n'arrivent pas à acheter. Oui, mais 50%. La construction en France, pour la moitié, c'est des propriétaires occupants, c'est-à-dire des gens qui achètent pour habiter eux-mêmes, qui ne sont pas concernés par l'encadrement des loyers, et 30%, c'est du logement social. Et je peux vous dire, on a rajouté 50 millions d'euros dans le budget 2013 en faveur du logement social, on a fait plus 15% de projets de construction. Donc, et ça coûte moins cher d'investir de l'argent public dans le logement social que dans la défiscalisation. Donc c'est un sujet à la fois un peu technique, mais qui mérite d'être vu avec sérieux, ce sujet-là. Et honnêtement, aujourd'hui, quand on parle des
mises en chantier. Les mises en chantier d'aujourd'hui, c'est des permis de construire d'il y a 1 an et demi ou 2 ans, avant même que la loi Allure ait été présentée au Conseil des ministres. Donc on voit bien qu'il y a une espèce d'opération d'enfumage autour de cette question. Mais moi je fais confiance aux gens qui nous écoutent, qui savent bien que le sujet pour eux, c'est d'avoir les moyens d'acheter ou d'avoir les moyens de louer. Et qu'aujourd'hui, le prix de l'immobilier en France, à part évidemment quelques cas particuliers, est beaucoup trop cher. C'est ça la réalité, il faut que les prix diminuent. Merci Cécile Duflot, 8h56, vous êtes sur RMC BFM TV.